Super 13 émissions, nous revoilà, plutôt que prévu. Salut Aurélien. Salut Jules, ça va? J'ai crié un micro. On m'a dit que je parlais pas assez fort, du coup je crie. Non, on revient pour les quarts de coupe. On n'avait pas envie d'attendre. Vous souhaitez bonne année aussi, parce que c'est la première année, meilleurs vœux. On est mi-janvier, donc on a le temps. Et juste avant Super 13, sortie de trêve, petit quart de finale de coupe. 4 petits matchs bien sympathiques. Ouais. Dont un que tu as eu l'honneur de commenter. C'est vrai. Un petit pied Albi. Donc ça, c'est au menu en entrée. On enchaînera pour faire un petit coup d'œil sur nos amis de Super League, qui sont deux. Il y a Toulouse et Perpignan. On va regarder où ils en sont de la prépa. On parle un petit peu des nouveaux venus, des recrues et de ce qui s'annonce dans les semaines à venir. J'allais dire les mois, mais non, c'est les semaines maintenant. On y est. Et on finira par le petit débat sur la coupe. Parce que c'est le thème, c'est la coupe. Parce que de toute façon, les Dragons vont commencer par la coupe aussi. C'est vrai. Et voilà, donc c'est vraiment le thème de la coupe. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Eh bien, écoute, allons-y. Eh bien, allez, c'est parti, ça se tourne, mettra le générique après cette petite intro, c'est pas... soyons fous. Véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Allez, c'est parti, les quarts de coupe. On a commencé samedi par Carcalimou. Carcalimou, un derby solide à Carcassonne, à l'UR Domecq. Et je pense que le score, honnêtement, témoigne de la rudesse, du combat, de l'envie et de la détermination des deux équipes. Parce que 12-9. 12-9. Et c'était Limoux qui a tenu la dragée haute pendant un long moment à Carcassonne. Mais voilà, à la fin du compte, c'est Carcassonne qui gagne. Quand on envie de dire, Limoux qui aurait presque dû gagner. Ouais, clairement, à voir la physionomie du match complètement. Ouais, voilà, c'est peut-être pas toujours le meilleur qui gagne. Limoux qui a fait plus de jeux, Limoux qui a dominé, 30 minutes même devant. Parce que Carcasse, c'est quand même le gros pack du Super 13, mais Limoux a dominé aussi devant et ils ont mal fini quasi toute leur chaîne, j'ai envie de dire. S'ils font la review vidéo pour avoir fait un montage de tous les 5e et derniers, ça va pas être Jojo. J'étais un peu déçu par la recrue étrangère, comment il s'appelle, le demi de Limoux. William Partridge. Non, Opouri. Non, je ne peux pas dire que son nom il a bien porté son nom ce week-end. Non, c'est beaucoup. Non, mais le jeu au pied, très moyen. Et ce qui a du mal à finir la chaîne, du mal à marquer des points en première mi-temps avec le vent dans le dos, alors qu'il dominait. C'est vrai. Et voilà, Carcasse n'a pas été beaucoup mieux en seconde mi-temps, mais un petit peu mieux et ça suffit pour passer. Hein. On va dire que la grosse période de Limoux dans ce match-là, elle est due notamment à la défense et je pense surtout à la discipline de Limoux. Voilà, Limoux qui a été très très discipliné dans ce match-là. Je pense que Maxime Gressec et son staff avaient vraiment focus la discipline en sachant que contre Carcassonne, qui est une grosse cylindrée du championnat, évidemment que si on veut gagner ce genre de match-là, un quart de finale, un match couperé, il faut que ça passe par une grosse discipline. Et Limoux avait vraiment mis l'accent dans ce domaine-là, sur ce domaine-là, sur ce point-là en début de match, jusqu'à même un peu plus loin que la mi-temps. Mais après, comme tu dis, la discipline, ça passe par deux choses. C'est la discipline ballon en main et la discipline sans le ballon, la discipline en défense. Donc, autant en défense, la discipline a été là longtemps, autant avec le ballon, comme tu dis, on a eu du mal à finir ces chaînes-là. Ouais, on a du mal à passer justement entre l'attaque et la défense, le 5e et dernier, c'est-à-dire c'est encore l'attaque et on passe à la défense. Les phases de transition ont été compliquées. Et à la gestion globale du match. Mais d'ailleurs, c'est un peu global, là, tout ce que je peux voir de Super 13, même ces dernières années. Très belle gestion des chaînes de tenue, du 1 au 5, et des fois plus de compliqué à gérer, 4, 5, 6 chaînes, enfin, voilà, les temps forts, 10, 15 minutes. On va marquer un essai, on va faire une faute derrière. Enfin, voilà, du mal à enchaîner, à voir un peu plus large, à se dire, bon, sur cette chaîne-là, on va arrêter de aller au point et faire notre shape. On va réduire, ou alors non, justement, il y a des espaces partout, on va tout attaquer. Des fois, voilà, on peut trop stéréotyper. Carca, les individualités font la différence aussi. On sait que quand c'est serré comme ça, on a Morgan Escarré, on a des joueurs, des talents, tout ça, qui peuvent faire la différence. Non, c'est vrai. Carcassonne fidèle à lui-même, j'ai envie de dire, capable d'encaisser pendant de très longues minutes, mais comme je disais au tout début, à la fin, c'est Carcassonne qui gagne. Oui, d'encaisser, de ralentir les tenues, de truquer un peu le jeu. Moi, je vais me faire des ennemis dans l'Aude, mais
Alors, c'est les joueurs, je ne veux pas dire ça, moi j'étais un peu comme ça aussi, à tirer peu le maillot. Sur la 40-20 ratée, Morgan Escarré, il attrape carrément le marqueur. Ouais. Bon, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, ils n'ont pas besoin en plus. J'adore Morgan Escarré. Il n'est pas dans le 13 de... À cause de ça. Moi, sinon, ce serait mon joueur préféré. C'est vrai. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'aller tirer le maillot, d'aller râler sur les tenues, de pousser un peu avec le genou. Voilà. C'est des joueurs qui ont du caractère, c'est des joueurs qui ont du caractère et qui font finalement l'identité de cette équipe de Carcassonne. L'équipe de Carcassonne, ça marche. En plus, tant que ça marche. Fonctionne, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les arbitres. L'équipe de Carcassonne fonctionne comme ça. Donc il faut apprendre à le gérer. Limoux n'est pas passé loin de trouver un petit peu la recette pour gérer ça. D'autres équipes l'ont déjà fait cette saison, je pense notamment à Albi, cette saison et la saison dernière. Donc c'est pas Carcassonne est une très bonne usine, est une très bonne machine, mais Carcassonne n'est pas une machine infaillible. Tout à fait. Mais c'est vrai que gros effectif quand tu vois les équipes des deux côtés, c'est solide. Mais c'était le premier et le deuxième du championnat d'ailleurs. C'est vrai. Donc voilà, c'était un beau duel tendu. Pas trop d'essais, mais tendu. Le lendemain, on a attaqué par... il y avait 2 matchs à 15h, un match à 15h30. Donc, 2 matchs dans l'Aude. Pierre Albi à la fin. Ouais, le dernier, c'était Pierre Albi à 15h30 et Lézignan Saint-Estève. Lézignan Saint-Estève. Pareil, j'ai vu les débuts. Très bon Saint-Estève, même gros match de Saint-Estève. Pareil, ils ont craqué sur la fin. Ouais, un très gros match de Saint-Estève qui pourtant venait sur la pelouse du Moulin avec une équipe très rajeunie, avec pas moins de rajeuni la jeunesse. Ouais, c'est ça, c'est presque à se demander comment ils y arrivent parce que mine de rien, sur la composition d'équipe, sur 17 joueurs disponibles, en tout cas sur 17 joueurs de la feuille de match, il y a quand même 8 juniors, 8 joueurs qui jouent actuellement en junior. Je pense notamment à des joueurs comme que je connais personnellement d'ailleurs, mais Joris Martignol, junior première année, et Elio Casana, junior deuxième année également, Félix Gauthier, junior aussi. Enfin voilà, une multitude de joueurs qui jouent encore junior, mais qui déjà commencent à goûter à ce genre de match de haut niveau face à une grosse équipe de Lézignan. Voilà, c'est un quart de finale de Coupe de France et ces joueurs ils jouent en junior, ils jouent avec l'élite, quoi. Après, si tu veux, c'est la réserve de Dragon. Si tu en junior, pas première année, mais même deuxième, troisième, et si tu joues pas en Super 13, tu sais que la Super League s'éloigne, donc il faut qu'ils soient là. C'est d'ailleurs là où Saint-Estève a changé sa façon de voir les choses, a changé sa politique. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui jouent à Saint-Estève, ils sont pas noyés, mais ils sont jetés dans le bain. Voilà, assez tôt pour leur permettre d'acquérir très vite ou du mieux possible, en tout cas, du rythme de haut niveau. Voilà, ce rythme-là, cette exigence-là de haut niveau. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Et en tout cas, le match de ce week-end, Saint-Estève qui est allé perdre de 4 petits points à Lézignan, prouve que cette jeunesse, elle a envie et elle a le niveau. Un big up à Salim Nahal qui met 2 essais dans les 10 premières minutes, tout seul, comme un bon pilier solide avec des appuis. Donc on l'a déjà vu l'année dernière, toujours très explosif, très performant. Et là, il m'a encore bluffé. Du côté de Saint-Estève, on l'a élu d'ailleurs joueur du mois de décembre. Pardon. Magnifique. Donc voilà. Joueur du mois de décembre, 2 essais au premier match de janvier, tout va bien. C'est une jolie image aussi pour Salim Nahal parce que on le connaît maintenant, ça fait quelques saisons qu'il est à Saint-Estève, mais Salim Nahal, il a commencé en catégorie jeune à Lézignan. Il est lézignanais d'origine. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre quand il jouait encore à Lézignan et qu'on joue en cadet. Donc voilà, c'est une belle récompense pour lui. De marquer 2 essais face à son club formateur. Ouais, en face, Conrad Rel, premier ballon, il va marquer de toute sa solidité. Et après, il a pesé juste par sa présence. On a eu peur. On l'a surveillé et du coup, il a décalé son ailier. Une jolie passe décisive pour Gouzi. Gouzi, qui a marqué un doublé, je crois. En très peu de temps d'ailleurs. Ouais, et était très bon aussi sur son aile. Et voilà, et Saint-Estève qui repasse devant de 2 points avec une pénalité à quelques minutes de la fin et qui prend un essai. Avec une petite fainéantise en défense sur la dernière action. C'est dommage. On ne nommera pas le joueur, il se reconnaîtra. 4 bon, même pas, mais il n'y a pas forcément... Non, si. Ça glisse, sauf un gars. Ça fait un petit trou, mais après, c'est normal. C'est dur, 90 minutes. 77e. Prendre un essai à 77e, c'est dommage. C'est fatigant. Loïc Tourin est au bon moment, au bon endroit. Donc, ça joue bien. Il y a un concours de circonstances, mais voilà. Mais en attendant, je pense qu'au-delà de cette petite erreur à la fin, il faut quand même retenir le très très bon coup. Je pense que c'est un très bon marqueur du niveau en fait, de Saint-Estève, qui, malgré le fait que tous ces jeunes aient été titularisés, ce jour-là, on a quand même du niveau et on a une équipe de Saint-Estève qui est capable d'aller accrocher des jolis cylindrés du championnat. Le meilleur match du week-end, peut-être.
J'hésite. Oui, probablement dans le fond, oui, et dans le oui. C'est serré, il y a du jeu. Oui, deux équipes qui se valent, une équipe jeune, une équipe avec de l'expérience. Oui. Il y a eu des essais, des beaux essais, des belles actions. Ça dépend du point de vue, mais on va dire que oui à 50%. Si t'es supporter d'Albi, c'est pas le meilleur, mais. Oui, non, mais on va. Oui, à 50%, mais on va rapidement arriver sur les 50% restants. Le VRL contre Avignon, la surprise du chef, le club d'élite 2 qui sort le club d'élite 1. Ils sont là. Peut-être, oui. Moi, j'ai le meilleur joueur du week-end dans ce match-là. Ah bah écoute, moi honnêtement, j'ai le plus gros frisson du week-end, si tu préfères. Bien que le frisson que j'ai reçu à Albi, à Pierre, face à Albi, était gros aussi, mais pas de la même, pas dans le même sens qu'on peut l'entendre. Alors frisson rapide, parce qu'à mi-temps, c'était pas fait, mais on ne voyait pas trop Avignon s'en sortir. Donc, incroyable première mi-temps. C'était assez costaud. Je critiquais le jeu au pied du premier match. C'est vrai. On peut dire pareil. On peut dire pareil pour Avignon, mais on peut féliciter le jeu au pied du VRL qui a marqué les 3 premiers essais sur des jeux au pied, je crois. C'est peut-être le 4e aussi. Une pénalité, c'est suite à un jeu au pied. Des belles chaînes bien finies. Alors, pas toujours. Tu joues contre le club d'élite 1, tu te fais peut-être stopper un peu plus. Tu fais peut-être moins de mètres, et encore ils ont été plutôt bons. Mais si tu as un bon jeu au pied derrière, ça marche bien, quoi. Et voilà, le Villegayenc est juste revenu en fait au basique de notre sport. Tout à fait. Villegayenc a compris que pour gagner ce genre de match où personne ne vous voit gagner, il faut être rugueux en défense. Ça, ils l'ont été. Aucun souci avec ça. Ils ont été très très valeureux en défense, les joueurs de Villegayenc. Sérieux, voilà. Très sérieux. Mais en attaque, il faut compléter ses chaînes. Il faut arriver jusqu'au 5e tenu sans faire de faute de main. Il faut être discipliné avec le ballon, être discipliné dans les courses, répéter les efforts inlassablement. Et tout ça, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec quoi en plus ? Ils l'ont fait avec un jeu au pied de qualité à la fin de chaque chaîne. Ce qui les a amenés en fait jusqu'à mettre quasiment sur chaque chaîne, à mettre Avignon un peu dans la panade en fait. Avignon n'était pas forcément très serein à chaque fois que Villegayenc terminait une de ses chaînes. Oui, parce que quand tu es un club d'en dessous, tu es peut-être un peu moins physiquement, tu t'entraînes un peu moins, encore que sur un match, ça peut. Quand tu vois la compo, c'est aussi des joueurs de niveau de Super 13 à Villegayenc. Complètement. Mais là où tu es le plus égal, avec un joueur de NRL aussi, c'est quand il faut courir après un ballon ovale qui rebondit n'importe comment. Donc quand tu as un bon jeu au pied au 5e, ça, c'est très utile. Du coup, mon joueur du week-end, c'est Diego Berraille, qui j'ai trouvé excellent. Très bon. Diego Berraille, je peux en parler des heures. J'ai joué contre. On s'est tiré la bourre pendant de longues années depuis les catégories jeunes. Bon, maintenant lui, il est allé plus loin et je l'en félicite parce que voilà, plus loin. Lui, il est toujours sur le terrain. Toi, c'est ça. C'est toi qui es plus loin. Un peu. Ouais, je me suis un peu éloigné du terrain. Encore que quand j'enfile la tenue d'arbitre, j'en suis pas trop loin encore, mais. Mais non, Diego Berraille, évidemment, c'est le métronome de cette équipe-là, de cette équipe de Villegayenc. Il est au four et au moulin, capable il est jeune encore, Diego Berraille, il a une vingtaine d'années. Donc capable de manager ces garçons avec qui il joue. Et Dieu sait qu'il y en a qui ont de l'expérience et qui ont connu des grandes équipes. Emir Walid Bourigba, Arnaud Hack, c'est des grands joueurs d'expérience. Mais en tout cas, il fait un travail énorme, que ce soit avec le ballon en main ou au pied, parce qu'il a aussi une très très bonne botte. Donc capable de manager cette équipe-là. Et il l'a montré face à Avignon, qui est quand même 4e de Super 13 et qui tombe à Jérôme Rieux. Donc c'est pas rien. On l'avait dit, il y avait Avignon un peu en perte de vitesse. Ouais, c'est vrai. On l'avait dit en fin d'année 2025 et ça se confirme en 2026. Ouais, ça se confirme. Après, c'est pas toujours facile des fois la coupe de se relancer là-dessus, mais quand on voit les joueurs aussi de Villegayenc, on voit qu'il y a des très bons joueurs. Ce qui me fait lancer une pique au Super 13. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas les joueurs, on n'a pas les meilleurs joueurs à leur meilleur niveau, mais ça c'est fait de notre non-professionnalisme de l'élite. Et du coup, des fois, tu peux te dire, je vais aller prendre 200 € de moins à Villegayenc. Mais je vais jouer. Je vais jouer plutôt que être recruté par un club à 500 km, mais qui t'offre pas ce qu'il faut. Bon, un jour, peut-être. Je pense qu'au-delà de ça, en plus, la chose qui a été le plus compliquée pour Avignon, c'est de se déplacer chez le seul pensionnaire en fait, d'élite 2 à ce niveau-là de la compétition. Difficile. Ça veut dire que dans le sens où tu te déplaces chez un concurrent d'élite 1, je connais l'équipe, je connais comment elle joue, tout ça, mais aller chez un concurrent d'élite 2 que tu ne connais pas, que tu ne joues pas en saison régulière et qui plus est, qui n'a rien à perdre en fait. Villegayenc n'avait rien à perdre avant ce match-là. Villegayenc savait qu'il recevait une équipe beaucoup plus forte que lui et Villegayenc en fait a joué sa carte à fond en disant
les gars, on n'a rien à perdre. Si on perd, c'est pas grave, ils étaient plus forts que nous. Mais nous, il faut qu'on joue à 100% face à quelqu'un qui pense gagner facilement contre nous. Et parfois, quand tu joues en Super 13, voilà, tu restes dans ta structure parce que tu sais que tu as une défense bien placée en face. Là, j'ai vu vraiment Villegayen vraiment ramasser, laisser beaucoup d'espace sur l'extérieur, mais Avignon qui continue à jouer son jeu. Des fois, voilà, c'est des matchs où il faut sortir de sa structure et aller jouer les coups parce que c'est un peu différent. Et des fois, c'est pas facile quand tu te fais en plus attraper. 26-0 à la mi-temps, voilà, après tu joues avec le fin en deuxième pour essayer de remonter coûte que coûte, tu fais des erreurs et puis voilà. Après, Villegayen qui est habitué de sortir les gros en coupe. Donc, complètement. Maintenant, hâte de voir la suite. On parlera du tirage un petit peu après, mais hâte de voir. Il y a des gens qui râlent. Hâte de voir où va terminer en fait ce chemin de petits poussés. Le tirage, c'est ce soir. Non, on a le temps encore. Attends, on va mettre des petits papiers, on va la faire. On a le temps. Mais on fera notre tirage si tu veux. On aura le temps de faire notre tirage. On va faire tous les trucs. Le tirage qu'on voudrait. On finit par le match que tu as brillamment commenté avec l'ami Pierre Vergès. Apia qui recevait Albi. Ouais, Apia qui recevait Albi dans ce qui semblait être un choc. J'avais prévu ça comme un choc. Oui, c'était un choc. C'en était un. Et je voyais ça un peu du même acabit que le match contre Carcassonne et Limoux. Ouais, entre Carcassonne et Limoux. Mais on va dire que l'issue du match n'a pas été du tout la même que celle du match de Carcassonne contre Limoux. Du tout. J'ai titré Pia n'est pas sorti du vestiaire pour la première mi-temps. C'était vraiment l'impression tellement réaliste qu'on a eu. Voilà, je ne sais plus combien c'est à la mi-temps. On est à 0-20 18-0. 0-18. Qui était même pas si mal payé. Non, il y a eu 12 pendant longtemps. Je me suis dit, s'ils rentrent à 12, ils vont être contents. Ça va être motivant pour la deuxième mi-temps. C'est sorti à 18, mais pas de Pia, des fautes de main, pas de chaîne. Enfin, je crois qu'ils ont terminé une ou deux chaînes une seule chaîne dans la première mi-temps. Une chaîne en 40 minutes, c'est tu peux pas jouer. En plus, quand tu prends 3 essais, en plus, on parlait de jeu au pied. Là, le jeu au pied d'Albi est excellent. Parfait. Ouais. Baptiste Fabre a été. À coup de renvoi sous les poteaux, je sais pas, j'ai arrêté d'en compter, mais je crois qu'il y a eu 6 ou 7 en première mi-temps. Et donc, ça veut dire que tu touches pas le ballon. Hein, non, c'est ça. C'est ce que je disais en direct d'ailleurs devant la caméra, mais j'aurais aimé que la production de Pia. Évidemment, c'est pas possible, on n'a pas les statistiques. Ouais, voilà. Mais j'aurais aimé avoir accès aux statistiques, notamment celles de la possession, parce que voilà, on le disait, une seule chaîne complétée. En 40 minutes, c'est tout simplement c'est incroyable quoi. C'est des choses qu'on voit très rarement. Tu vois pas la balle. Une domination à ce point, en tout cas territoriale et ballon en main de la part d'Albi, c'était vraiment affolant à voir en tout cas en direct. Ouais. Et comme tu dis, je rebondis sur ce que tu disais aussi, mais vraiment, on reparlait du coup de pied tout à l'heure, de l'importance du jeu au pied dans ce genre de match-là. Là, le jeu au pied de Baptiste Fabre a été tout simplement parfait. Simplement parfait. Il a empêché complètement les joueurs de Pia de jouer, ou en tout cas de s'installer et de revenir dans le camp d'Albi. Et en plus de ça, il a fait marquer. Ouais, Romain Franco aussi, des fois en position sur l'arrière au lieu de jouer l'extérieur, petit coup de pied par-dessus qui a été très efficace. Et puis après, l'opportunisme, Tristan Dupuis, Nitim Predrero, qui sont à l'affût aussi, parce que non seulement il faut taper, mais il faut chasser aussi. Donc voilà, Albi qui a été plutôt efficace. Alors, efficace dans une surdomination, donc ça a été construit, ça a été posé, ils ont réussi à gagner. 36-12 à la fin, ça ne reflète pas vraiment la domination. Après, il y a 2 essais en fin de match, avec vraiment un relâchement d'Albi qui est assez logique. Et un petit baroud d'honneur de pied à domicile. Donc 36-12, ça fait pas un si gros écart que ça sur l'impression, mais dans l'impression, c'était fait. Ouais, dans l'impression, on avait fait à la fin du match, j'avais un 48-0. Voilà, c'est ça. On avait l'impression d'en avoir pris 50 à la maison, quoi. C'était très très particulier comme sensation parce qu'il y avait l'impression d'avoir eu la tête sous l'eau pendant 80 minutes. Parce que évidemment on extrait ces 10 minutes là, mais parce que c'est humain, quoi. C'est humain. Ces joueurs d'Albi, il faut le dire aussi. Ils ont tapé dans une défense qui est restée costaud quand même pendant un moment avant de craquer. Quand tu es obligé de mettre des 7-8 renvois sous les poteaux dans le match pour marquer c'est que ça défend. Voilà, c'est que ça défend parce que sinon la note aurait été plus salée, mais ils ont été costauds quand même. Donc évidemment qu'on leur pardonne aux joueurs d'Albi ces 10 dernières minutes, mais je discutais avec Fodia à la fin du match qui me disait mais voilà, le match pour nous il est parfait. Il est parfait parce que si on extrait ces 10 minutes là, et évidemment que j'imagine
que Tony Gigot et Benchy vont le faire. Si on extrait ces 10 minutes-là, la copie, elle est tout simplement parfaite. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, dans l'alternance, dans le jeu au pied. En fait, tout était millimétré côté Albi. Ils avaient préparé ce match parfaitement bien. Et le résultat, il est là. Il est qu'à l'extérieur, quasiment 40 points contre Pia. Contre en gros du championnat. Le 3e et le 4e. Et voilà le petit review de ces quarts de finale. Ouais, un joli petit week-end. En tout cas, on s'est régalé à suivre et ça donne envie pour la suite. C'était sympa ces matchs à élimination directe. Les demi-finales, c'est pour quand? Je ne sais, j'ai aucune idée ça. Grâce à ce super site qui est 13mondial.fr. Oui. .fr, j'ai failli. Les demi-finales sont le dimanche 7 et 8 mars. Pardon. 7 et 8 mars, c'est bientôt ça. Ouais, mais même je rêve d'un monde. 6 mois et demi. Je rêve d'un monde où on te met tout ça là. Genre, 3 week-ends de suite. Bon, bref, on en parlera dans la dernière partie de l'émission. Physique, mais beau. Qu'est-ce qu'on attend pour ces demi-finales? Alors, Vilgaeng, c'est la réserve de Carcassonne, mais ils ont le droit de se rencontrer. Oui, ils ont le droit de se rencontrer. C'est confirmé. Alors, j'ai pas forcément les règlements généraux en tête, mais ils ont le droit de se rencontrer parce que c'était une situation qui avait déjà eu lieu il y a quelques années de ça. Donc, Carcassonne et Vilgaeng peuvent tomber contre. Donc, ça rend un tirage au sort classique qui aura lieu d'ailleurs. On a la date, le 20 janvier à 18h30. Voilà. Au nouveau siège de la fédération. Non, c'est pas tout. Je crois pas. C'est à la Dépêche. Pas du tout. À la Dépêche. Il aura lieu le 20 janvier à 18h30 à la Dépêche du midi à Toulouse. Ici. Très bien. Soit. Il nous reste Carca. 3 clubs au doigt. Vilgaeng, Albi et un Tarnais. Et Albi, Vilgaeng, Lézignan, Carcassonne. Lézignan, pardon. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Il y aura forcément un derby, j'ai envie de te dire. Oui. Il y aura forcément un derby au doigt. Il y en a un qui est plus derby que l'autre. En effet, Vilgaeng, Carcassonne, c'est vrai que ça fait envie. Et à la fois non, parce que ça serait quand même le match le plus déséquilibré, on va dire, ou presque, de ces demi-finales. Mais il y aura forcément un match déséquilibré parce que même Lézignan. Vilgaeng, Avignon, c'était déjà déséquilibré apparemment. Ouais, complètement, apparemment. D'après les prédicateurs. Les bookmakers à Las Vegas. Après que si on veut Albi Carca en finale, on veut des retours. Presque non. J'aimerais revivre la demi-finale de Carcassonne Albi en demi-finale et pourquoi pas Lézignan Vilgaeng avec là je pense moi honnêtement si j'avais eu le Vilgaeng Lézignan en quart de finale, j'aurais plus mis la pièce sur Vilgaeng à ce moment-là qu'en demi-finale. OK, d'accord. Je les trouve plus. Alors là aussi, comme tu dis, je vais pas faire des copains du côté Lézignan. Et Dieu sait que j'aime cette équipe et ses joueurs, et ils le savent. Mais je trouvais Avignon peut-être un peu plus homogène, on va dire. Mais c'est vrai oui. Après, c'est vrai que Karine ressemble plus à Saint-Estèphe-Catalan que Vilgaeng dans le style de jeu, peut-être. Voilà. C'est vrai. On verra bien. On souhaite le malheur en personne, quel que soit le tirage. Les gens crieront au complot, quoi qu'il arrive. Évidemment. Même sinon, c'est pas drôle. Qui que ce soit. Donc, soit. Dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est du beau rugby. Du beau rugby pour le week-end du 7 et 8 mars. On vous le rappelle. Merci pour ce petit quart de finale. On va passer à notre deuxième thème du jour. Ouais. On va faire un petit tour en Super League parce que ça approche. Et Toulouse est monté. Félicitations. Bravo Toulouse. Perpignan a fait le ménage. Ouais. Il y a au moins 10 recrues, je sais 12. 12. Pardon, mon Dieu. 12 recrues, donc il y a de quoi parler, quoi. On commence par qui? Bon, on va commencer par le Toulouse Olympique. Le Toulouse Olympique. On va commencer par le Toulouse Olympique. Voilà, Toulouse qui retrouve enfin la Super League après l'avoir quitté en 2022. De justesse parce qu'ils étaient passés tout proches de se maintenir, mais voilà, Toulouse qui retrouve la Super League grâce à cette triple accession, on va dire, entre York, York, triple montée en Super League, le nouveau format de la Super League à 14 plus la relégation de Salford qui a permis à 3 clubs de Championship de monter, à savoir d'ailleurs Bradford, York et Toulouse. Donc voilà, Toulouse Bradford avec un gros recrutement. D'ailleurs Toulouse qui a avec Wigan. Le plus petit recrutement, puisque alors je le fais moi, mais j'estime que Brendan Hans et Adjani Wallace étaient déjà là la saison dernière en prêt. Oui. Je les compte pas contre des recrues parce qu'ils étaient déjà là la saison dernière en prêt. Donc c'est encore plus petit. Voilà, c'est un recrutement à 4 recrues littéralement, dont une française, Luc Polzelli. Recrutement économique. Voilà, recrutement économique à hauteur des espérances, j'imagine, du Toulouse Olympique. C'est pas un recrutement football manager, quoi. Non, pas comme celui des Dragons, visiblement, pas comme celui de
Wakefield aussi qui a recruté gros. Après, il faut faire confiance à l'équipe que tu as. Complètement. Tu fais avec tes moyens. C'est pas passé si loin la première année qu'ils sont montés. Ça ressemblait plutôt à ça dans l'idée. Je trouve même cette équipe même plus compétitive que celle de la saison de 2022. C'est possible. Même si au milieu il y avait quand même des Tony Gigot, des Cory Norman il y avait des grosses pointures. Il n'est pas arrivé de suite. Dominique Perroux et tout. Ouais. Non, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé de suite. Mais voilà, là je trouve que cette équipe-là, elle a un peu plus de sens, on va dire. Les recrutements ont été ciblés. Les recrues ont été mieux ciblées, on va dire, que la saison dernière, enfin la dernière saison plutôt. Et voilà, donc on se retrouve avec 4 recrues, 6 sur le papier, mais Brendan Hans, le talonneur australien, et Adjani Wallace, le pilier jamaïcain, étaient déjà là la saison dernière. Cette année, c'est officiel. Mais à côté, il y a Luc Polzelli, le second ligne des London Broncos, Mathieu Ponce, qu'on connaît, nous, du Super 13, puisque ancien joueur de Saint-Gaudens, qui est déjà d'ailleurs passé par la Championship avec Oldham, qui arrive d'Oldham d'ailleurs cette année. La recrue phare, on va dire, c'est Tyler Dupré, le prêt de Tyler Dupré, pilier quasiment titulaire à Wigan toute la saison. Donc voilà, c'est pas non plus personne, et c'est un joueur qui fait extrêmement bien. Pour avoir vu les entraînements de Toulouse, c'est un joueur qui fait extrêmement bien, surtout dans l'aura en fait qu'il apporte. On sait, il est prêté une année pleine. La saison entière. Il restera jusqu'à la fin de la saison, mais comme je disais, c'est un joueur qui, parce qu'il a connu à Wigan, par le professionnalisme qu'il a connu à Wigan, apporte énormément aux Français de Toulouse et surtout aux jeunes de Toulouse, et leur permet de monter très vite, d'apprendre très vite. Donc c'est vraiment et pourtant c'est un jeune joueur, Tyler Dupré, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a 24 ou 25 ans, donc peut-être même un peu plus, je sais pas, mais voilà, ça reste quand même un très très bon joueur et un très très bon atout pour Toulouse, qui va gagner et en expérience et en poids, et surtout en combativité, parce que c'est vraiment un très très gros soldat, ce Tyler Dupré. Donc 26 ans. 26 ans en 2026. Bonne année. 26 ans, donc un très très bon joueur. Donc voilà, un recrutement de Toulouse qui fait envie. En tout cas, on a hâte de voir tous ces joueurs à l'œuvre. Je pense que l'équipe, ce sur quoi peut se baser Toulouse, en fait, c'est surtout le fait d'avoir gardé ce noyau dur, d'avoir gardé ce noyau autour de Jake Shorox, la charnière, autour de Brendan Hans, qui était déjà là la saison dernière, autour de Ruben Reni, le centre, qui fait encore beaucoup de dégâts. Donc voilà, le système Oulès qui fonctionne bien. On a un système de jeu qui va bien, et comme on a vu, ce qu'on disait précédemment avec les tours de coupe, si Toulouse arrive en petit poussé, si tu complètes bien tes chaînes, que tu es solide en défense, que tu avances un peu devant et que tu joues bien au pied, tu peux. Alors tu peux gagner des matchs. Ouais, voilà, ça sera pas le promu un peu comme Wakefield quand ils sont remontés, mais aller déjà jouer la 6e place, mais on n'est pas à l'abri de voir Toulouse gagner quelques petits matchs au milieu, faire 2-3 jolis petits coups. Je pense qu'ils le mériteraient au vu des efforts qu'ils font. Il faut déjà battre York, battre Bradford au minimum. 2 fois chacun, et puis battre les Dragons une fois ou deux, allez, même si je suis chauvé avec ces bons clubs. J'ai pas compris la première année où il y avait les deux. Comment tu t'arranges pas, quoi. Parce que on est tout le temps à grâler contre les Anglais, ils nous la font. Laisse-en passer un petit peu, laisse passer Toulouse, ça te fait un deuxième club en Super League. Tu peux t'arranger si tu es premier au classement avec 10 points d'avance sur le deuxième. Una maleta. Mais si tu joues quelque chose. Ça jouait rien. Si les Dragons jouaient quelque chose aussi, je me souviens pas très bien. Mais... Non, je crois pas. Bon, après, tu peux le faire sérieusement. Juste, tu changes l'équipe. Tu es capable de mettre équipe B pour aller à Wigan. Tu peux mettre la contre Toulouse. J'ai vu des matchs à Wigan où on y allait avec l'équipe W. Voilà, donc fais-le contre Toulouse. Surtout à Toulouse. Donc on parle des Dragons. Enchaînons avec nos amis Dragons qui ont fait un grand ménage. Un grand ménage déjà sur les contrats, un grand ménage philosophique, parce qu'on a été longtemps avec des jeunes Français qu'on ne va pas payer trop cher pour remplir les trous, et des grosses stars, enfin ex-stars de NRL qui ont soit des problèmes conjugaux, soit qui sont en bout de course. Mais bon, des fois ça marchait. Greg Bird a fait une saison de fou. Retourné en NRL a été très bon. Maloney était très bon. Pareil. Je plaisante. Mais sur le lot, on a eu quand même quelques déceptions, et c'est des déceptions qui coûtaient cher. Là, on est passé sur de la jeunesse. On a complètement changé de politique. Ça veut dire que la moyenne d'âge du recrutement des Dragons, dont on le rappelle, 12 recrues cette saison, la moyenne d'âge du recrutement de ces 12 joueurs-là, elle est d'un peu moins de 24 ans. Donc c'est juste tout simplement fou. Voilà, il n'y a que des jeunes joueurs, jusqu'à des joueurs qui ont une vingtaine d'années, qui ont à peu près mon âge. Donc voilà, on a changé de politique. On a dit fini les stars, fini les joueurs qui coûtent cher et qui finalement flop un peu en fait à Perpignan. On est allé chercher des joueurs avec du potentiel. On a prospecté, on a trouvé des joueurs avec du potentiel
certes des joueurs qui ne sont pas forcément connus. Je pense notamment à Josh Allen qui n'a aucun match de NRL à son actif, mais qui pourtant en New South Wales Cup qui fait des ravages. Et la New South Wales Cup, c'est quand même... allez, ça vaut peut-être pas la Super League, mais c'est quand même un niveau qui s'en rapproche. Donc voilà, c'est des joueurs qui n'attendent que ça, d'avoir du temps de jeu dans un championnat majeur comme la Super League pour passer ce cran-là, monter d'un cran, devenir des vrais bons joueurs alors qu'ils sont encore jeunes. C'est aussi, alors après ça on peut en parler aussi, mais c'est aussi un peu ce qu'attend la NRL quand on parle de NRL qui investirait dans la Super League. À mon avis, c'est aussi pour des phases comme ça, pour les joueurs, pour avoir un petit sas entre la New South Wales Cup et la NRL, pour des joueurs qui en ont marre de rester dans l'antichambre et qui viennent faire les piges en Super League. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une politique qui va durer ou si c'est temporaire pour une ou deux saisons. Après, est-ce que tu vas garder quelques-uns de ces joueurs pour une plus longue période? Est-ce que t'es voué à avoir des Australiens de 24-25 ans qui vont rester 7-8 ans? Je ne sais pas. Donc, c'est à voir ce qui se passera. En tout cas, l'année prochaine, Joel Thompkins n'aura pas trop d'excuses parce que ça va beaucoup peser sur lui. Il a des jeunes joueurs à modeler, il a un plan de jeu à créer et donc c'est lui qui va montrer. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura du mal à taper sur un tel ou un tel parce qu'il prend un gros chèque et qu'il est censé amener tout le monde puisqu'il n'y a pas trop ce genre de joueurs. Complètement. Ça, c'est pas plus mal. À l'inverse des saisons passées où voilà, il y avait cette question de l'individualité. Oh là. Individualisme. Il y avait cette question de l'individualité qui rentrait en jeu. Je pense que cette année, ça sera beaucoup plus le collectif qui prendra. J'ai vu, en tout cas dans les attitudes, on n'est qu'au début on va dire de la préparation sur le jeu. J'ai assisté à des entraînements où voilà, on commençait vraiment à se poser la question de comment on allait orienter notre jeu côté Dragon Catalan. Et j'ai vu un Joel Thompkins qui cherchait vraiment à faire de ce groupe une bande en fait. Ça avait vraiment, en tout cas c'était l'impression que ça rendait depuis l'extérieur, mais une espèce de meute de loups qui va jouer ensemble, qui ne se connaît pas encore parce que ces garçons-là sont ensemble depuis 2 mois, même pas. Pour les derniers qui sont arrivés, ils sont arrivés très récemment. Mais voilà, c'est une équipe qui se cherche encore, qui travaille, mais qui travaille bien et qui travaille autour de jeunesse. Donc c'est des jeunes qui en veulent en fait. C'est des jeunes qui n'en veulent, ça c'est bon. Forcément que ça travaille bien. C'est pour les vieux la ref. Oui, ça travaille bien. Et je voulais dire une chose, j'ai oublié. Elle est bien celle-là. Je sais plus. J'ai un énorme trou. Oui, non, on peut peut-être parler parlons de la charnière. Toby Sexton, Lewis Dodd. Ça, c'est très excitant. Ça, c'est peut-être ce qui m'a fait le plus envie d'ailleurs en allant assister à quelques entraînements. Ça et le paquet d'avant. Voilà, pour tout te dire. Mais oui, Toby Sexton et Lewis Dodd. Et Lewis Dodd nous a mis la misère pendant des années en jouant à St. Helens. C'était, pour ma part, c'était un joueur que je détestais voir jouer parce qu'il était trop fort. Justement parce qu'il était très fort. Donc, bien content de l'avoir parmi nous. Et Toby Sexton, c'est assez intéressant aussi de voir parce que c'est 2 styles de jeu assez différents, mais qui se complètent aussi. Et alors, je suis allé voir un entraînement, c'était, pour tout vous dire, c'était catastrophique. Les joueurs ne se trouvent tout simplement pas, mais évidemment, ils viennent de commencer depuis début 2026 à jouer du ballon, donc ils ne se connaissent pas encore. Il leur reste encore 6 semaines, 18 entraînements pour apprendre à se connaître un peu mieux. Mais par contre, voir individuellement le style de jeu de l'un et le style de jeu de l'autre, et la façon dont ça pourrait à terme devenir assez complémentaire, c'était super intéressant. Et je pense qu'il y aura du jeu, en tout cas plus que la saison dernière. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas faire pire. Mais je pense qu'il y aura plus de jeu et que ça va être assez intéressant de le voir autour d'autres joueurs. Je pense notamment à Charlie Staines, à Phoenix Lolo Togagae aussi, ou à Guillermo Espiro-Bichet aussi. Oui. J'espère que ce sera l'arrière titulaire. Non. C'est tout ce que j'ai à dire. Dis non. Non, je dis non parce que je l'ai vu s'entraîner 2 fois au centre. Donc, au centre. Ouais, je pense qu'il va glisser. Je sais ce que je voulais dire, c'était que créons un groupe de jeunes bien soudés, parce que vu ce qu'on peut lire des anciens Dragons qui ces derniers temps dans les podcasts ou dans les journaux anglais, c'est qui Whitehead, Whitehead, il y en a plein qui sont passés. Tokeyao aussi, voilà. Tout le monde a un peu craché sur la soupe Dragon, donc voilà, essayons de faire un truc un peu plus sympa. Peut-être que ces gros égos ne faisaient pas non plus bon ménage dans le vestiaire catalan à l'époque. Redorer un peu. Alors, c'est pas tellement redorer l'image du club, elle en a pas forcément besoin, mais c'est montrer, prouver que les Dragons catalans ne sont pas. C'est pas une équipe qui
qui reçoit des joueurs et qui les laisse repartir 2-3 ans après. C'est vraiment une équipe avec une âme, avec une identité. Et je pense que cette équipe-là, si la mayonnaise prend vraiment autour de ce groupe rajeuni et sans forcément trop d'expérience, pourrait vraiment redorer cette image-là. Donnez-nous du beau jeu. En plus, ils vont être contents d'avoir un public comme les Catalans. Parce que les étrangers sont toujours heureux parce qu'il y a un public, une ferveur magnifique à Brutus. J'ai eu l'occasion de les voir assez ouverts, en tout cas, à aller discuter avec les quelques supporters qui étaient là pour les entraînements. Donc, c'est toujours des choses qui font plaisir. Comme le thème de l'émission, c'est la coupe, on n'oublie pas que les Dragons vont commencer la saison par la Cup avec un adversaire qui sera Batley ou Hunslet. Ok, un petit club de championship. Un petit club de championship. Je leur souhaite Hunslet parce qu'à Batley, le terrain est en pente. Batley, très désagréable. Batley, c'est une équipe très, très difficile à manier, bien qu'elle évolue dans le championnat de seconde division. Mais voilà, un premier match de la saison. Alors, le premier match officiel de la saison, c'était un match amical contre Toulouse le 30 janvier. Mais le premier match, le vrai match, on va dire, en tout cas celui qui comptera pour de vrai, c'est ce tour de Cup, ce 3e tour de Challenge Cup, le week-end du 6 au 8 février. Et comme tu disais, il se jouera soit sur la pelouse de Batley, soit sur la pelouse de Hunslet. En tout cas, les Dragons catalans se déplaceront sur la pelouse du vainqueur de ce match-là. Le match amical Toulouse-Perpignan, dont je rêve qu'il soit un jour en double header avec le match des origines français, avec un match Koala contre Français. Mettez-moi ce match la même journée, plein de monde dans un stade, les jeunes, les machins. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Surtout que c'était il n'y a pas si longtemps. Bref, c'était juste une envie. La Fédé pour l'année prochaine. À réfléchir. Petit point aussi à côté des Catalans chez les DS qui vont participer à la Cup féminine pour la première fois. La première fois, bien sûr. Cette année, il n'y aura pas que les Catalans qui joueront la Challenge Cup, il y aura aussi les Catalanes qui joueront la Challenge Cup. C'est tombé dans la semaine, en début de semaine, les DS catalanes qui vont participer pour la première fois de leur existence à la Challenge Cup féminine. Donc ils vont avoir l'occasion, l'honneur, le privilège de se frotter à ce qui probablement se fait de mieux en Europe en termes de rugby à 13 féminin. Donc voilà. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ensuite, elles ont eu la validation lundi, et je crois que mardi, il y avait le groupe de Challenge Cup qui tombait. C'était un groupe à 3 équipes, et elles se sont retrouvées avec Huddersfield et St. Helens. Voilà, avec Huddersfield et St. Helens. Huddersfield qui est une équipe en constante progression ces dernières années chez les filles, et à côté St. Helens, finaliste de l'édition de la saison dernière. Voilà. On sait comment ça marche cette histoire de groupe Challenge Cup. Je veux pas m'avancer et dire de bêtises, mais je crois que c'est 4 poules de 3 équipes, et le premier qui sort à chaque fois. Le premier qui sort pour des demi-finales directes. Donc voilà, un gros défi pour les filles de Victoria Bobo, et je pense qu'elles sortiront quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de phase finale après ça. Elles sortiront grandies de cette expérience-là, parce qu'aller se frotter à ce qui se fait de mieux en rugby à 13 féminin, surtout avant une échéance comme la Coupe du Monde qui arrive en fin d'année, c'est évidemment que du bon pour les filles et pour le rugby féminin en France. Ouais, et puis tu as au moins 2 matchs, t'espères pouvoir faire ça tous les ans. Ce qu'il faut, c'est que ça se renouvelle, parce que si tu fais un match avec l'équipe de France tous les 2 ans contre l'Angleterre, tu te mesures, tu es content, mais ça ne fait pas progresser vraiment. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, pour exact. Les filles, pour les DS, et puis on leur souhaite bonne chance, surtout parce qu'ils féminin en général. Oui, bonne chance. En plus, c'est toujours spectaculaire, de plus en plus spectaculaire. C'est vrai, le 13 féminin qui grandit beaucoup. On savait qu'elles étaient candidates, les recrues avaient été prises pour ça, recrues en WNRL, et on a vu quelques infos dans les interviews des managers. C'est vrai. C'est fait. Et bien voilà, on a fait le tour des coupes, le tour des clubs de Super League. Passons au grand débat. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ces coupes ? Question très large auquel on va répondre juste après la pub. Les coupes, à quoi ça sert ? À rien, mon ami, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, ça sert à avoir un titre à fin. Ouais, non, mais j'ai pas d'intro. J'ai pas de transition, pas d'intro. Pas d'intro. À quoi ça sert les coupes ? Mais non, pas à rien. Il faut. Surtout quand on n'est pas nombreux, nous. Tu gagnes 2 matchs, tu es en demi-finale. C'est vrai.
Alors c'est beau, oui, le titre c'est beau, le match couperé encore l'année dernière on a une belle demi Toulouse, c'est vrai. Albi Carca à Toulouse. Mais je préférais avoir un match de plus, enfin 2, 3, 4 journées de plus en Super 13. Peut-être un Super 13 plus ramassé, peut-être moins d'équipes, 8 équipes et tu fais 21 journées. Voilà, avoir plus de derby, plus de matchs de haut niveau que la coupe où tu perds. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à m'y intéresser en fait. Ouais, c'est compliqué, j'entends l'idée, mais ça serait compliqué parce que voilà, si tu extrais aujourd'hui, si tu extrais la coupe de France, en tout cas, on ne parle là dans ce cas-là, on ne parle que pour la coupe de France lors derby. Je parle de toutes les coupes si tu veux, mais oui, pour l'instant, oui. Mais si voilà, si tu extrais cette coupe de France là, en fait, tu te retrouves avec un Super 13 qui va terminer en avril, quoi. Oui, donc l'idée de multiplier les matchs entre les équipes, pourquoi pas, mais est-ce qu'on n'arriverait pas à un moment à trouver ce Super 13 un peu redondant avec les mêmes matchs tout le temps, voilà. On est à l'heure du storytelling, il nous faut un petit peu de l'histoire, tu vois, on est content d'avoir des Albi Carca qui n'en finissent plus. C'est vrai. Avec une belle histoire. Et ou alors il faut la ramasser, j'en parlais tout à l'heure, mais mettez-moi quart demi-finale sur 3 semaines, qu'on ait une petite histoire à raconter, que du coup un mois de coupe. Un mois de coupe. Que voilà, la trêve c'est là pour les clubs qui ne sont pas qualifiés. Alors, désolé pour ceux qui vont en finale, mais vous aurez un titre et une trêve un petit peu plus légère. On peut vous trouver une semaine de repos quelque part par là. Mais là j'ai envie, tu vois, j'ai eu les quarts de finale et j'ai envie de voir les demi-finales. Et c'est en mars. Et pour moi, c'est pas si loin que ça. C'est pas loin. C'est dans 5 semaines. La finale est peut-être trop loin. La finale peut-être un peu, mais voilà. Et puis je pense là quand tu dis faire l'idée d'un mois de coupe entier, pourquoi pas, mais très bien pour celui qui va jusqu'à la finale, les deux qui vont jusqu'à la finale. Mais quid de ceux qui perdent en huitième ou en quart? Après tu fais 4 semaines entières de repos, 4 semaines sans jouer, ça serait. Alors, déjà sur la quatrième, non, ça joue 3 quarts demi-finale. Mais là, comme il y a une semaine de repos là, entre la dernière journée de Super 13 et le quart. Ouais. Et en plus, le quart, tout le monde ne l'a pas joué. Donc c'est vrai. Un club comme Toulouse, oui, ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas joué. Donc on n'est pas si loin. Ça se réfléchit. Mais même chose en Super League. Tu gagnes. Les Dragons ils vont jouer Batley ou Winslet. Bon, imaginons qu'ils battent un club de Championship assez logique. Ils gagnent 2 matchs, ils sont en demi. Après, ils gagnent 2 matchs, ils sont en demi. Ouais. Voilà. Ou c'est pas un si long parcours. On en revient. Enfin, moi j'en reviens un peu. Là, même pour la Cup. Or, la Cup en Angleterre. C'est historique, mais même on voit les problèmes. Toulouse ne la fait pas. Et puis on s'en offusque pas plus que ça. On n'est pas si triste que ça. Quand c'est à Wembley que ça apporte pas de spectateurs, ça fait des polémiques parce que oui, on préfère presque aller voir la finale de Super League à Manchester que la finale de la Cup à Wembley. Pourtant j'y étais. Celle perdue par les Dragons. C'est très beau. Faut y aller à Wembley. Allez-y. 2007. Surtout qu'ils vont bientôt exprimer, puisque je vous laisse. Non, tu vois, la NRL, pas de coupe, ça gêne personne non plus. Non, c'est vrai. Mais voilà, après, je vois le match couperé. J'ai fait une finale de coupe aussi, donc j'étais très heureux d'y aller. C'est beaucoup d'émotions. Mais avant la demi, où tu es content parce que tu es en finale, la finale. Et après, voilà, j'ai du mal à voir ça comme un soulèvement pour soulever le foule. C'est une sensation particulière. Alors, je pense, moi, pour les équipes, que ça agit vraiment comme un boost. Parce que dans une saison régulière où tu joues pas grand-chose, en fait, si ce n'est tes places qualificatives et quand tu es en play-off, les play-offs, sur une phase, sur une année régulière comme ça, avoir quelques week-ends par-ci par-là, même si j'entends que la façon dont ils sont dispatchés n'est pas forcément très judicieuse, mais avoir quelques week-ends où tu sais que ces matchs couperés, ces matchs à la mort, ces matchs qui te relancent un peu si tu as une période où ça va pas trop, ça va pas top, d'un point de vue d'une équipe, j'entends. Oui, bien sûr. Mais voilà, je trouve que voilà, il y a alors il n'y a pas un engouement incroyable côté supporter, mais je pense que toujours chez les joueurs et chez les équipes, il y a encore cet engouement de se dire la Coupe de France, ça reste quand même un trophée, c'est un des plus vieux trophées qu'on a. Oui, ça je suis d'accord. Après, côté joueur, forcément, côté club, évidemment. Toulouse, on peut penser à Toulouse l'année dernière qui était en demi-finale. C'est genre de petites épopées comme ça. Dans une saison à 0 victoire. Lézignan qui a du mal en championnat et qui finit en demi-finale de Coupe de France, qui va peut-être accrocher une finale si le tirage lui est favorable. C'est ces petites histoires comme ça que... Côté joueur, côté club, je suis d'accord, mais je pense trop au produit. Trop business maintenant. Mais là, je pense, essayer le jour où on a un beau Super 13, bien vendu,
bien polissés. Ouais, voilà, quand la structure sera bonne, pourquoi pas les supprimer. Mais pour l'instant, je trouve que voilà, il y a cette espèce d'osmose entre les tours de couple, les tours de Super 13 en phase régulière, voilà, qui sont peut-être un peu moins stressants. Je pense que ça tient en haleine un peu tout le monde. Allez, je la garde, mais je la veux ramasser. Mettez-la moi en début de saison, en fin de saison. Parce qu'en plus, l'idée, c'est quand même de jouer. Qu'est-ce que c'était quoi en été, non? On n'avait pas une idée. Ouais. L'idée de Dominique Balou qui voulait. Janvier, juillet, non, c'était pas ça. Qui voulait calquer la saison de Super League, la faire débuter en février pour la finir en. Février, août. Je crois que c'était. En août, un peu plus, à la rentrée de septembre. Voilà, je sais pas. Mettez-la moi 3 semaines d'affilée au milieu de la saison, même en début de saison. En début de saison, en préparation. Pourquoi pas. Le club d'élite de Super 13, il joue contre des clubs en dessous, ça fait une préparation. S'il tombe, tant pis. Et puis sinon, après, c'est parti, c'est pour te lancer la saison, quoi, à la place des 3 premières journées. Bon, voilà, j'aimerais avoir une petite coupe comme ça, là, un truc à raconter. Et voilà, redynamisez-moi ça. Ça a râlé à Carcassonne parce qu'il n'y avait personne. Ça a râlé à Carcassonne parce que les Carcassonnais sont frileux. Il y avait des conditions climatiques pas très très agréables et le résultat en est là. Mais bon, Carcassonne a râlé, mais Carcassonne, mine de rien, pour connaître un peu ces chiffres-là, Carcassonne avait un peu plus de 1400 personnes connectées sur la rediffusion. Donc 1400 personnes sur un live YouTube, c'est quand même pas rien. Bien que le stade était vide, j'entends. Oui, bon après les Dragons n'auraient pas de titre s'il n'y avait pas de cup. Donc, je suis pas sûr de vouloir supprimer le seul titre des Dragons. Non, surtout que j'ai mis Tony Gigot très très haut dans mes 10 Dragons historiques. C'est vrai. Surtout grâce à cause de ce Leinster Trophy. Grâce. Donc ça aurait été dommage. C'est vrai. Bon, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Ouais. Lui, il la garde, moi je la garde, mais il faut la remixer. En sursis, toi? En sursis. Au remix, c'est moi ou. Voilà. Moi, je la garde pour 25 ans au moins. Après, on en rediscute. 25 ans, c'est fichu. Oui, dites-nous ce que vous en pensez. Crachez-nous dessus. Donnez-nous votre avis. Donnez-nous votre avis. C'est ça qui compte. Likez la vidéo. Abonnez-vous, 950, il nous en faut 1000. Bien sûr, 50. Tu me lettres. Plus que ça. Ouais, 53. Il y a toi et toi. Et il y a toi aussi là-bas. Et toutes tes amis, ça fait 50, c'est bon. Pas possible de ne pas être à 1000 abonnés, quoi. Non, on va y arriver. On a quoi? Nouvelle résolution. 6000 licenciés. Oui, un peu plus. Un peu plus, je sais. Allez, à bientôt. Cette fois-ci pour le retour Super 13, probablement. Probablement. Des surprises, tout est possible. On va faire, ce sera pas avec toi, ce sera avec Arnaud. Putain, j'ai perdu son prénom. Pardon Arnaud. Respect. Un petit retour sur les 50 meilleurs joueurs dernière. On n'a pas fait le travail, mais des gens l'ont fait, donc on va juste commenter parce qu'on a eu la flemme. Vous avez bien raison. Ça va nous remettre un peu dans le mood parce que ça arrive vite aussi, Hélène. Oui, elle ne va pas tarder à toquer à la porte. Toquer à la porte, c'est un joueur. Soyez sonné, toquer à la porte. Allez, sur ce, merci à toi, bientôt. Julien. Merci.